Le G7 semble aujourd'hui clairement confronté à une réalité beaucoup plus complexe. Montée en puissance des BRICS, fragmentation de l'ordre multilatéral, on en parlait il y a un instant, crise énergétique et climatique, sans oublier les conflits qui redessinent les équilibres géopolitiques du monde. Derrière donc les communiqués officiels et les images de coopération, une question s'impose à nous tous. Le G7 est-il encore un centre de gravité du monde ou le témoin d'un Occident qui voit son influence clairement s'éroder au jour le jour? Le temps de déclassement a-t-il officiellement sonné pour l'Occident collectif? On tentera d'en parler dans le cadre de cette émission avec notre seul consultant qui est en plateau avec nous, même si certaines données, indicateurs économiques laissent davantage croire effectivement un G7 qui aurait un produit intérieur brut nettement ou alors un peu plus élevé, un peu plus amélioré que celui des BRICS. Il reste que, sur le plan technique ou alors financier, on voit, oui, peut-être une légère domination encore du G7. Et tout à l'heure, le président rappelait notamment que les circuits, avec notamment l'effondrement du dollar, qui pourrait peut-être clairement impacter en ce groupe T7. Il y a de l'autre côté avec les BRICS, une démographie assez forte qui frôle aujourd'hui les 3,2 milliards d'habitants avec une jeunesse dynamique, une forte croissance démographique qui est assez impressionnante, un marché mondial qui a clairement basculé du côté des BRICS. Mais avant, il y a un élément, un fait qui a retenu l'attention des médias et autres. Président, c'est l'arrivée tardive, une heure après, de M. Donald Trump à la réunion de concertation, une réunion stratégique. Tout le monde était quasiment assis. Une fois M. Donald Trump s'amène, il dit « I am the boss », je suis le boss. C'est vrai, ça fait sourire, mais c'est du Trump tout craché. D'abord, c'est la preuve, c'est la signification de ce que Donald Trump pense du G7. Fabrice, vous savez que dans ce type de rencontre, il y a des codes non décrits. Il y a des gestes, il y a des comportements qui parlent plus que les discours. Vous arrivez en retard et vous dites c'est moi le boss. Le message est clair. Le message est clair. Alors, pas de retard de 10 minutes, de 20 minutes. Une heure de retard pour une réunion. Et c'est fait exprès. Quand vous voyez, ça c'est comme ça que Donald Trump fonctionne. C'est fait exprès, le message est clair. Du coup, bon, il passe un message à l'opinion européenne parce qu'il sait comment ces médias manipulent. Il dit que, écoutez-moi ce qu'on va vous dire, voici la réalité. Je viens une heure après et c'est moi le patron. Donc tout ce qu'ils font là, ils gesticulent, c'est moi qui ai le dernier mot. Et il ne ment pas. Il ne ment pas. Tout à l'heure, vous parlez du poids du G7. Le G7, c'est moins de 10% de la population mondiale, mais c'est 30% à 44% du produit intérieur brut mondial. Ça dépend des critères d'évaluation. Alors, mais simplement, c'est que quand on voit avec les BRICS, quand vous comparez aux BRICS, c'est le déclin du G7. C'est plutôt un déclin parce que les BRICS, aujourd'hui, c'est près de eux aussi. Les BRICS sont pratiquement à 37, 38, 40% du PIB mondial. Et avec l'essentiel de la population mondiale, plus de la moitié de la population de la planète dans les BRICS. Donc, quand on voit en termes de tendance, ce sont les BRICS qui sont sur une courbe ascendante, tout à fait. Là où le G7 est sur une courbe descendante. Voilà, c'est important de rappeler ça. Alors, donc, de notre est arrivé, le message est clair, c'est moi le boss. Voilà. Vous êtes de petits. C'est moi qui donne le temps, c'est moi qui donne le là. Je vais reprendre le dossier ukrainien en main, même sur la question de l'intelligence artificielle. Vous allez marcher. Puisque la question, c'est de savoir que vous, aujourd'hui, finalement, ce G7 qui est peut-être incapable de légiférer sur un certain nombre de sujets assez stratégiques, on voit qu'ils sont un tout petit peu, peut-être pas hésitants, mais on n'a pas... Non, ils ne peuvent pas. Les pleins moyens pour pouvoir... Non, ils ne peuvent pas, Fabrice. Ils ne peuvent pas, parce que le patron sélectionne les users. Comment? Le boss, ce sont les users. Et donc finalement, c'est un G6 plus user. Le boss, c'est les users. C'est le patron, ce sont les users. Comme on l'a rappelé. Ils ne peuvent rien faire sans les États-Unis.
Appelle. Alors, Fabrice, le problème est de savoir aujourd'hui, dans cette reconfiguration du monde, que pèse l'Europe. Vous la voyez où? Puisque la question de fond est cette. Alors, vous avez la France, une économie en récession. Vous avez le Canada, c'est vrai, c'est une santé économique assez moyenne. L'Allemagne, n'en parlons plus, vous et moi, nous connaissons plus ou moins les indicateurs. Le Royaume-Uni, non, peut-être on peut ménager le Royaume-Uni. L'Italie, c'est moins. Vous ne voyez pas l'instabilité qu'il y a, la stabilité politique qu'il y a. Avec la couronne britannique, on essaye de rattraper cela chaque fois. Non, ça ne va pas parce que. Mais Fabrice, si l'Europe a essayé de dire à Trump que bon, on ne te suit pas dans le détroit, dans ta politique au Moyen-Orient, dans le cadre de la guerre contre l'Iran, tu ne vas pas associer, on ne te suit pas. Mais qu'est-ce qu'en dehors de ça, ils ont pesé quoi? La preuve, cet accord est signé là, elle est où l'Europe? On n'a même pas demandé son avis. On n'a même pas demandé son avis. Pourtant, c'est pendant le G7 que M. Donald Trump annonce qu'il va conclure très rapidement. Il n'y a pas de hasard. Il se félicite. Il n'y a pas de hasard. À conclure cet accord avec l'Iran. Un pied de nez. Ouais. Un pied de nez. Il n'y a pas de hasard. Donc, l'Europe, elle est où? Elle est où? Elle est où? Dans le nouveau, ce que moi j'appelle la tripolarisation, la Chine, Russie, USA, mais Fabrice, il n'y a pas de place pour l'Europe. Elle est perdue. Aujourd'hui, vous voyez très bien dans le comportement des pays européens, ils commencent à réfléchir à un nouveau rapport avec la Chine. On a vu le Canada dernièrement, quand Donald Trump a commencé à manifester ses appétits sur le Canada. On a vu ce que le Premier ministre canadien, il est parti signer un accord de partenariat avec les Chinois. Donc, les Européens sont en train aujourd'hui de découvrir la nécessité, n'est-ce pas, d'intégrer la nouvelle donne des relations qui les lient désormais aux États-Unis. Mais ça, Fabrice, c'est facile de dire. Dans le fait, ils n'ont aucun moyen. Ils n'ont aucun moyen de se détacher. De là, tu avais imposé tout ce qu'ils voulaient quand les Européens allaient à la Maison-Blanche. Ils ont cédé. Il n'y a pas eu de discussion. Ils ont cédé totalement. Le 15%, etc., achat d'armes et tout. Ils ont cédé aux États de Donald Trump. Le temps dépend des États. Le temps, ce sont les États-Unis, mon cher Fabrice. Le temps, ce sont les États-Unis. Jusqu'au niveau des armes. C'est-à-dire qu'ils ont des armes qui ne peuvent démarrer que si les États-Unis libèrent les codes. De quoi est-ce qu'on parle, Fabrice? De quoi est-ce qu'on parle? Et plus grave encore, leur aventurisme en Ukraine les a poussés eux-mêmes à détruire leur économie. Avec la crise de l'énergie, aujourd'hui, l'Union européenne dit non, il faut qu'on règle la question des sanctions avec la Russie. Aujourd'hui, de plus en plus, le débat il est là. C'est-à-dire que la surenchère militaire, quand on sert à l'Ukraine, Fabrice, le but c'est quoi? Derrière, il y a quoi? Derrière, il y a la volonté de justifier auprès de l'opinion, en réalité, une totale réédition, un retour total sur les sanctions qu'on a prises contre la Russie, parce que ça coûte très cher en matière d'énergie. C'est ça qui est aujourd'hui en train de détruire l'économie de ces pays-là. Vous voyez très bien comment ces pays-là sont dépendants, ils sont faibles. En matière de minerai critique, la Chine contrôle, c'est la Chine qui contrôle. Et en la matière, ils ne pèsent pas, Fabrice. En matière d'énergie, ils sont dépendants. Même dans les histoires de décarbonation de l'énergie, la Chine est déjà devancée, puisque vous connaissez l'enjeu des voitures électriques. Ils ne peuvent pas faire le poids. Bon, maintenant, il faut, Fabrice, eux me disent, il faut retrouver la souveraineté industrielle. Bla 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 bla. Bla 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 bla. Donc,
les Européens sont confrontés à une situation terrible. Et ça se voit dans l'acharnement, l'empressement avec lequel ils veulent arriver à la monnaie, à l'identité numérique. C'est pas le fait du hasard, Fabrice, il faut bien comprendre. C'est une panique. C'est la panique liée au fait que si rapidement ils ne contrôlent pas totalement les citoyens, il est question que le retour, ce qu'ils appellent la montée du populisme, débouche sur des situations qu'on n'a pas prévues. Vous voyez, à deux niveaux, ils sont en train de jouer à deux niveaux. Il y a ce que j'appelle la police technologique, l'identité numérique, mais aussi le bouclier démocratique, où l'Union européenne, désormais, se donne le moyen d'intervenir dans toutes les élections, dans chaque pays européen, en brandissant l'étendard de l'ingérence russe. Donc, c'est une panique totale. C'est une panique totale. Alors, et par rapport à ça, Donald Trump a les données, il connaît très bien. Même en Ukraine, il dit, oubliez les armes, vous payez d'abord. Il a été clair, vous payez d'abord. Vous payez d'abord. Bon, voilà. Donc, il y a tout ça, Fabrice. Il y a tout ça. Je ne veux pas revenir sur le fait que tous les prétendus aides européens à l'Ukraine, ce sont des crédits, vous savez ça. Mais il faudrait bien les rembourser. Il y a une autre question qui est grave, qui va créer la question des avoirs russes qu'on a gérés. Vous oubliez, près de 300 milliards de dollars que les Européens ont gérés illégalement. Or, maintenant, la Russie, sur le plan légal, a démarré, Fabrice, à monter un dossier judiciaire qui fait trembler l'Europe, en général, et Bruxelles. Parce que c'est grave, parce que sur le plan juridique, c'est très grave. Il faut maintenant expliquer le fondement juridique du gel des avoirs. On parlera du vol de l'argent russe. On parlera peut-être d'une agression, comme cela est régulièrement non, c'est de l'agression militaire. C'est la Russie. On est sur le plan légal, sur le plan juridique. Il y a quand même des règles juridiques qui sont là. Ils les ont violées. Or, la Russie a monté un dossier juridique qui les pointe sur ce terrain-là, Fabrice. Deuxièmement, l'argent est passé, il faudra rembourser. Il faudra rembourser. Alors, qu'est-ce qu'on entend? On s'est servi des bénéfices de ces avoirs russes pour l'effort de guerre en Ukraine. C'est bien. Voilà. Donc, c'est tout ça. Ce sont des dossiers sérieux que l'Europe va devoir aborder. Alors, quand on connaît tous ces éléments, on a vu de quoi par rapport à tout ça, par rapport à tout ça, ils ont besoin des États-Unis. Ils ne peuvent pas dépasser les États-Unis à ce niveau-là. Trump le sait, il est nargue, il leur rappelle ça par son comportement. Il vient une heure après et il dit, c'est moi le boss. Voilà. Alors, le monde entier a entendu, les Européens ont entendu, pas moyen de mentir avec les médias mainstream, pas moyen de retourner. Voilà. Et voilà, vous voyez une forme de la part de Trump comme et puis les médias disent que c'est indécent de recevoir d'inviter Trump. Indécent. N'importe quoi. Indécent quoi. N'importe quoi. Mais Trump a réglé l'affaire très tôt. Comme il connaît le système médiatique, il a cassé ça. Il vient une heure en retard. Il dit c'est moi le boss. Ce n'est pas un show. C'est la réalité. Alors, peut-être quand vous convoquez tous ces éléments, on a vu de quoi peut-être que l'avenir, l'avenir politique et peut-être géopolitique s'annonce sombre pour l'Europe. Oui, on peut le dire. Ça va être difficile. Ça va être difficile parce que elle est simplement déclassée. Pourquoi elle est déclassée? Parce qu'elle est une colonie. C'est une colonie américaine. Voilà. Aujourd'hui, la situation américaine évolue. Mais là où les Européens sont largués. Puisque dans le fond, comment fait-on pour concevoir un G7, dit-on, les 7 plus grandes puissances économiques du monde, sans toutefois intégrer les puissances, peut-être pas montantes, mais confirmées? Comment fait-on pour affirmer qu'on appartient au G7 sans toutefois coopérer, collaborer avec un État peut-être comme la Chine? Je crois que c'est très facile d'avouer dans le monde entier qu'on n'est plus les patrons du monde. Je crois que c'est très facile pour les gens qui ont dominé le monde. Vous entretenez des gens arrogants, prétentieux, orgueilleux, qui ont méprisé les autres peuples. Je crois que c'est très facile de venir accepter à mon vision qu'on est foutu. Mais la réalité est là. C'est pour ça que je vous dis que les dossiers, la monnaie numérique, l'identité numérique, tout ça, ils sont pas en train d'accélérer pour rien. Il s'agit d'exercer un contrôle total de ces populations parce qu'ils ont peur de la réaction de la population. Voilà. Ils ont peur de ça. Ils vont accélérer certains dossiers. Et j'espère que c'est avec ça qu'ils vont aussi
à essayer de tenir devant la compétition qui n'est pas du tout à leur avantage. Voilà, c'est ça, il y a tout ça. Je voudrais vous rappeler que les évolutions qu'il y a aux États-Unis, mon cher Fabrice, poussent l'État profond à se replier en Europe. Ça se voit, à se replier en Europe. Or, pour que justement l'Europe soit en capacité de désormais être la base arrière de l'État profond, au cas où celui-ci est démantelé aux États-Unis, ben, il faut anticiper sur la réaction des populations. D'où rapidement l'identité imposée, l'identité numérique et la monnaie numérique, qui sera le tâche suprême d'un gouvernement technocratique. Est-ce qu'on est donc... Je ne parle même pas de l'intelligence artificielle. Macron, tous les jours, accélère. Alors que tout le monde maintenant est unanimement, tout le monde est aujourd'hui unanime pour dire que cette histoire est dangereuse. Très dangereuse, mon cher Fabrice. Mais c'est la fuite en avant. C'est la peur, Fabrice. Alors, vous l'avez d'ailleurs dit, on a une forme d'Europe déclinante, une Europe dont la voix ne compte plus, même auprès de sa propre population. Alors, sans vous, techniquement, est-ce que il serait peut-être pas plus... Est-ce qu'il ne serait pas simple, finalement, de dissoudre cette affaire de G7 et rester peut-être dans ce fameux G20 où on peut finalement se noyer dans... On dit ça comment dans... Non, ça sert le mois de l'atome de venir... Ah, finalement, il est plutôt intéressant pour Trump, plutôt... Oui. Il fait le show. Donc à l'Europe. Ça sert à faire le show. Bon, s'il est trop stressé aux États-Unis, il va faire le show là-bas. Si ça marche, puis il va se défouler un peu là-bas. Comme il a fait, voilà. Ça a été pour lui un bon hésitoire pour se défouler, mon cher Fabrice. Oublier un peu tout le stress lié à la guerre. Voilà. Donc le jeu, ça peut continuer à servir à ça. Fabrice. Non. Le problème, c'est quoi, Fabrice? C'est que quand vous avez plus de mauvaises habitudes sur un terme très long, il est difficile de changer. On s'est contenté, on s'est endormi sur l'oreiller d'un monde qui sera éternellement dominé par l'Occident. Il suffisait que l'atlantisme se porte très bien, que la relation avec les Américains se porte très bien, et elle devait toujours se porter très bien, mais sauf qu'on n'a pas prévu l'arrivée de Trump. On n'a pas prévu le développement, les conséquences à l'intérieur des États-Unis, justement, de cette politique mondialiste, atlantique, basée sur $1 surévalué, fausse monnaie qu'on imprimait à tout vent comme on voulait. C'est ça le problème. Aujourd'hui, ils sont rattrapés par la réalité. Ils sont rattrapés. Voilà. Ils sont rattrapés. Je vous dis une chose, Fabrice. Ce qu'on ne sait pas, l'outil ukrainien, Fabrice, se joue moins dans le rapport de force militaire, parce que le rapport de force militaire en faveur de la Russie, que plus sur, Fabrice, le terrain des véritables forces occidentales qui contrôlent l'Ukraine. Les qui sont en premier lieu en Ukraine? Fabrice, ce sont ces forces souveraines, ces forces motos, BlackRock, Vanguard, etc., mais qui ont investi en Ukraine dans le sens où ils ont pratiquement acheté tous les... Ils ont, Zelensky a gagé le sous-sol ukrainien, matière première, pour obtenir le financement des armes. Vous voyez très bien que Fabrice, si, mais d'après vous, quand les Blancs observent l'évolution sur le terrain, d'après vous, qu'est-ce qu'ils vont faire? Mais ils vont dire à M. Trump, M. le Président, va négocier la fin de la guerre avec la Russie. Parce que pour la Russie avancer sur le terrain, sur le petit terrain, sur le terrain militaire, qui perd? C'est l'Europe. Et puis c'est l'Ukraine, c'est l'Europe. Et regardez le fusil qu'il y a dans le front ukrainien. Vous voyez comment dans le camp de Zelensky, c'est la fusée totale. Ceux qui ne parlaient pas hier, ses plus proches collaborateurs, les hommes forts de son régime, sont en train de se rebeller ouvertement contre lui, font des interviews, dénoncent la grande corruption, Fabrice, les dessous de la corruption qui travaille. Donc, Zelensky même est en train de se fissurer chaque jour qui passe. Pourquoi on se fissure? Parce qu'au-delà du bruit, Fabrice, qui est fait à travers les attaques de drones, on fait le bruit et tout, bon, vraiment l'Ukraine, ça remonte et tout. Il y a la réalité sur le terrain, Fabrice. Il y a la réalité au terrain de l'opinion ukrainienne qui est fatiguée, qui est lassée de cette guerre. Et en plus, qui observe la grande corruption qui est en réalité la raison d'être de cette guerre. Il y a tout ça. Il y a une panique. C'est ça qu'il s'agit. Merci à vous, chers messieurs. On a fait le tour de ces 3 dorsales de réflexion retenues par la rédaction de
Pan-African Media TV, le temps de cette édition de presse géopolitique, édition de ce 18 juin, en grâce 2026. Malheureusement, on n'aura pas de contribution au standard cet après-midi. On va donc mettre la clé sous le paillasson tout en rappelant que vous... Allez, on a une contribution.